Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman IC8 Pyjama. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir le projet d'apprentissage. Je sais qu'on est en plein milieu de l'année scolaire, mais j'ai eu beaucoup de demandes parce qu'il y a des parents qui continuent encore de sortir leur enfant de l'école et qui me posent beaucoup de questions. Donc, je vous fais cette petite vidéo. Elle sera peut-être pas de la même qualité que les autres parce que je fais ça rapidement entre deux rendez-vous. Mais toutes vos questions sur le projet d'apprentissage, je vous détaille comment aller le remplir et où aller trouver les informations pour vous aider. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, même si elle n'est pas peut-être de la même qualité visuelle que les autres. Donc, on se revoit tout de suite pour savoir comment remplir votre projet d'apprentissage. Donc, voilà à quoi ressemble la première page du projet d'apprentissage. Donc, la première section, vous remplissez les informations personnelles de vos enfants. Donc, moi, j'ai juste caché les informations de mes enfants. Ensuite, vous mettez le niveau scolaire. Donc, s'ils sont au niveau primaire ou au niveau secondaire. Là, on parle de premier cycle, puis deuxième cycle. OK, ici, excusez, premier cycle, parce que le projet d'apprentissage du secondaire deuxième cycle, donc troisième, quatrième, cinquième secondaire est différent. Ensuite, vous avez, s'ils ont le dernier niveau des services qu'ils ont reçus, donc s'ils sont déjà allés à l'école, vous devez remplir à quelle année ils étaient avant, la dernière année qu'ils ont fait, dans le fond. Ensuite, profil d'apprenant. Dans le fond, qu'est-ce qui caractérise votre enfant? Est-ce qu'il aime le français? Est-ce qu'il aime plus l'éducation physique? Est-ce qu'il est bon dans certaines matières, etc.? Donc, on décrit un peu l'enfant. Et ça, c'est la première section. Dans la deuxième section, c'est la planification des apprentissages. Donc, quand est-ce que vous commencez votre projet d'apprentissage? Le projet d'apprentissage, dans le fond, c'est quand est-ce que vous débutez votre année. C'est ça que ça veut dire. Comme nous, on a déménagé au mois de septembre, fait qu'on a commencé à la fin septembre. OK? Donc, c'est pas important. Il n'y a pas de date obligatoire pour commencer l'année. Vous pouvez commencer en plein milieu du mois de juillet. C'est vraiment vous qui décidez. Ensuite, quand on parle d'approche éducative, c'est qu'il y a plusieurs philosophie d'éducation, comme par exemple Charlotte Mason. Elle est beaucoup sur, ça prend beaucoup de livres, les enfants doivent avoir accès à beaucoup de livres pour apprendre, puis se développer en lisant beaucoup de choses. Donc ça, c'est Charlotte Mason. L'approche classique, c'est ce qu'on trouve un peu dans les écoles. Donc, un professeur qui donne un cours magistral avec des exercices. Il y a le unschooling, c'est-à-dire c'est l'enfant qui décide le genre d'apprentissage qu'il veut faire. Il y a d'autres philosophies aussi. En tout cas, ça ne me vient pas comme ça, là, mais il y en a plusieurs. OK? Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous pouvez juste écrire approche éducative ou philosophie éducative et si vous le mettez sur Google, vous allez en voir plusieurs, puis ça va être facile après ça de lire les différentes descriptions et choisir comment vous allez faire. La seule chose, c'est que le unschooling, avec les directives maintenant du ministère, c'est plus vraiment possible de le faire au Québec parce que le unschooling, c'était vraiment quand c'était libre puis il n'y avait pas de directives puis d'obligation d'apprendre certaines choses à certains niveaux. Donc, on laissait l'enfant, puis l'enfant, s'il voulait apprendre à lire seulement à 8 ans, il apprenait à lire seulement à 8 ans. Donc, c'est ça un peu le unschooling. Donc, c'est plus vraiment facile de faire dans les matières obligatoires parce que justement, les matières sont obligatoires puis on doit les respecter. Donc, c'est pour ça, comme par exemple, moi, j'écris principalement classique parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne le mieux. Puis, j'ai dit du unschooling pour les matières non obligatoires, comme par exemple, au niveau de l'éducation physique, les enfants vont choisir ce qu'ils veulent faire comme exercice.
exercice. Ensuite de ça, si en art plastique, ben, ils peuvent choisir les projets qu'ils vont faire, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai du unschooling. Mais sinon, les matières principales, on ne peut pas vraiment faire du unschooling. On est obligé de respecter les directives puis les compétences à acquérir. Ensuite, le temps, dans le fond, combien de temps vous pensez que vous allez prendre? C'est vraiment pas, tu sais, je veux dire, ils vont pas vous juger là-dessus parce que si votre enfant, en 30 minutes, il a fini toutes ses matières de la journée, ben, c'est en 30 minutes, là. C'est juste, ça va dépendre de votre enfant, puis de comment vous fonctionnez, puis etc. Donc, c'est vous qui allez voir ça. Ensuite, le mode d'évaluation, est-ce que vous voulez que ce soit la commission scolaire qui va évaluer votre enfant? Est-ce que vous voulez que ce soit un établissement privé? À ce moment-là, vous avez des frais. Est-ce que vous voulez que ce soit un professeur? Fait que vous engagez un professeur, puis lui, à ce moment-là, il va corriger, dans le fond, les travaux de vos enfants, puis émettre une évaluation ou un portfolio. Je vous suggère fortement le portfolio, c'est le plus simple à faire quand on est parent à la maison, parce que tout le restant, l'évaluation par le centre de service scolaire, c'est beaucoup de démarches. Puis après ça, il faut que votre enfant, il va devoir aller à la commission scolaire ou à l'école du quartier pour faire ses évaluations. Fait que c'est vraiment plus compliqué pour votre enfant et pour vous. Ici, ça implique des frais qui peuvent être assez élevés. Donc, le portfolio, c'est vraiment le plus facile. Puis, je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Ensuite, les épreuves obligatoires. Donc, ici, vous avez les années de quand est-ce que c'est obligatoire. Donc, comme par exemple, ici, c'est le plan de Gaëlle. Gaëlle est en première année, donc j'ai aucun examen du ministère. Donc, j'ai pas besoin de cocher. Par contre, Rosémée est en 6e année, donc elle a été obligée. J'ai dû cocher ici français, mathématiques parce que c'est obligatoire. Et il y a d'autres démarches à faire à ce moment-là avec le centre de service scolaire pour les examens du ministère. On passe ensuite à l'autre. Ça, c'est est-ce qu'il y a des organisations qui vont contribuer aux apprentissages? Donc, est-ce qu'il y a des regroupements que vous faites partie, puis qui vont faire des ateliers, des affaires comme ça? Fait que là, vous l'écrivez. Chez nous, c'est non. Soutien du centre de service scolaire, OK? Est-ce que vous voulez, parce que vous avez le droit de demander certaines affaires à votre commission scolaire, c'est pas garanti que vous allez y aller, qu'ils vont vous l'accorder, mais vous pouvez toujours faire la demande parce qu'ils sont pas supposés de faire de discrimination entre les enfants qui font l'école à la maison et les enfants qui sont dans l'école. Donc, si vous voulez, vous avez le droit d'aller, par exemple, utiliser le laboratoire de sciences ou l'informatique, les bibliothèques, le gymnase, etc. Vous avez le droit. Fait que vous pouvez demander tous ces soutiens-là, l'orthopédagogie, l'éducatrice spécialisée, etc. Mais encore là, c'est beaucoup de démarches. Si votre enfant en a vraiment besoin, ben faites les démarches, mais ça se peut que vous soyez refusé. Si vous êtes refusé, ils n'ont pas le droit de vous refuser. Fait que là, ça va être encore des démarches pour essayer d'obtenir le soutien que vous avez demandé. Fait que, en tout cas, c'est beaucoup de paperasse. Fait qu'à moins que votre enfant en ait vraiment, vraiment besoin, ben à ce moment-là, essayez de skipper ça. Ou si vous avez des assurances, ben allez au privé. Ensuite, on tombe vraiment dans le projet d'apprentissage en tant que tel. Donc, ça commence avec le domaine des langues qui est le français. Comme cette vidéo-là est en français, je le fais pour notre langue première qui est le français, mais il y a aussi un volet anglophone. Donc, dépendamment si on est francophone ou anglophone, ça va être anglais ou français. Donc, c'est la même chose ici. Ce que vous allez voir, au niveau du primaire, c'est la même chose au niveau du secondaire. Là. Les exigences sont à peu près les mêmes. Il y a français, langue d'enseignement. Et là, vous allez voir, il y a des critères. Il y a lire des textes variés, écrire des textes variés, communiquer oralement et apprécier des œuvres littéraires. Lire des textes variés, ça veut dire d'être capable de faire de la compréhension de lecture. Donc, être capable de lire et
de répondre à des questions simples. Évidemment, ça va dépendre du niveau de votre enfant. C'est sûr que Gaëlle, en première année, lire des textes variés, c'est d'apprendre la lecture parce qu'elle ne sait pas lire encore. Tandis qu'en sixième année, on a beaucoup plus de questions, des questions plus compliquées que ce qu'on va demander au début du primaire. Ensuite, écrire des textes variés, ça, c'est tout ce qui comprend l'écriture. Donc, au niveau, par exemple, de la première année, bien, écrire des textes variés, ça va être justement d'apprendre à écrire, d'être capable de faire des petites phrases, etc., d'apprendre certains mots de vocabulaire. Tandis qu'écrire des textes variés, quand ils sont plus vieux, rendus au secondaire, bien là, à ce moment-là, c'est de faire des textes, pas des compréhensions de textes, mais de faire des textes sur plusieurs sujets. Ça peut être des textes argumentatifs, ça peut être des textes informatifs, donc il y en a plusieurs. Donc, il y a une variété de ça. Donc, à ce moment-là, ça va être d'écrire des textes. Évidemment, pour être capable d'écrire des textes, ça inclut aussi tout ce qui est vocabulaire. Donc, vous pouvez aller chercher aussi la liste orthographique du ministère de l'Éducation. C'est sur le site du ministère. Vous cherchez liste orthographique et vous allez pouvoir donner des dictées puis les montrer dans vos évaluations. Communiquer oralement, ça c'est tout ce qui est, dans le fond, exposé oral. Hein, quand il parle en avant de la classe. Évidemment, quand on est en école à la maison, il ne parle pas en avant de la classe. Donc, ce qu'on va vouloir faire pour faire les évaluations, c'est on peut faire des discussions en famille, on peut faire, si votre enfant, par exemple, fréquente, je ne sais pas, une organisation religieuse ou quelque chose comme ça où il doit donner un discours, qui doit se produire en avant, où il doit parler dans une occasion spéciale. Par exemple, s'il devait donner un petit discours dans un mariage, par exemple, bien, on peut utiliser ce discours-là, on peut l'enregistrer puis le montrer au ministère, ça va compter. Donc, communiquer oralement, c'est vraiment de faire parler votre enfant, mais pas juste parler pour parler comme on parle dans la vie de tous les jours, c'est vraiment de parler comme si on donnait une conférence ou d'exprimer une opinion, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit développé comme communication. Ensuite, apprécier des œuvres littéraires, c'est de faire de la lecture d'œuvres et d'être capable de faire une critique de ces œuvres littéraires. Donc, c'est sûr que plus on est jeune, moins on fait de critiques. Ça va venir plus vers 4e, 5e, 6e année, puis au secondaire aussi. Donc, on va s'assurer de donner des livres à nos enfants variés, hein, pas juste des romans, pas juste des BD, mais vraiment une sélection d'œuvres pour qu'ils puissent se faire des critiques de ces œuvres-là. Donc, quand on veut faire les activités, donc là, on rentre vraiment dans qu'est-ce qu'on va faire. Mais il faut toujours que nos activités soient reliées avec chacune de ces compétences-là. Donc, il y a 4 ici compétences en français. Donc, il faut qu'on ait 4 activités différentes. Fait que moi, je les ai numérotées, c'est beaucoup plus facile. Comme par exemple, pour la première année, lire des textes variés, moi j'écris apprentissage de la lecture grâce à la méthode phonétique et un peu globale. OK? Donc, ça, c'est comme ça que moi, je vais apprendre la lecture à Gaëlle. OK? Ensuite, 2, OK, écrire des textes variés. J'ai écrit dicter des mots de la liste du ministère, plus ou moins une fois par semaine. Écrire de petites phrases sur des thèmes variés, abordés lors du panier du matin. Ça, c'est vraiment, c'est pas obligatoire, là, aborder selon le panier du matin, mais je vais vous mettre en barre de description c'est quoi le panier du matin. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste que nous autres, on a des thèmes qu'on aborde en famille, fait qu'à ce moment-là, on peut faire des petites phrases reliées à ça. OK, puis j'ai bien écrit lorsque saura écrire et lire, hein, parce que tant qu'elle ne sait pas encore la lecture et tout ça, je n'allais pas faire des dictées. Ensuite, nous, on fait partie d'une organisation religieuse, fait que j'écris présentation diverses orales à l'église ou à la maison. Donc, ça peut être, par exemple, on peut demander à l'enfant de faire une petite présentation de quelque chose devant la famille, comme par exemple...
Quand ils sont plus grands, on peut leur demander, par exemple, écoute, il y a un sujet d'actualité, voici c'est ça, veux-tu faire ta recherche puis nous exposer ton opinion à ce sujet-là à l'heure du souper, par exemple. Donc, ça peut être quelque chose de simple comme ça. Ensuite, liste de lecture avec des livres de la maison avec activité de motivation. Donc, l'activité de motivation, c'est une genre de montagne où à chaque fois qu'elle lit un livre, là, ça augmente, là. Mais ça, c'est parce qu'elle est toute petite. Mais comme par exemple, moi, liste de lecture, c'est que j'ai choisi certains livres et j'en ai fait une liste. Et elle doit passer au travers de la liste d'ici la fin de l'année. Mais là, pour quelqu'un qui serait plus vieux, par exemple, en 6e année ou au secondaire, là, à ce moment-là, on va aller varier les livres. Fait qu'on va mettre, par exemple, un roman, un ou deux romans dans l'année, des BD, des biographies, des articles de journaux. On peut mettre, dans le fond, tout ce qui est varié là, comme texte, OK? Et puis, ensuite de ça, on peut, d'abord, il faut que nous-mêmes, on lise le livre, qu'on fasse des questions, puis je vais vous montrer tantôt ce que moi j'ai fait pour la liste de lecture et tout ça pour ma fille qui est plus grande. Ensuite, on passe à l'autre section qui est les ressources éducatives qui vont être utilisées. Donc, comme par exemple, en français, moi, j'ai décidé d'acheter la collection Lilou des éditions CEC, puis il y a Lilou A, B et C. Ensuite, les livres de référence, Raconte-moi l'alphabet et Raconte-moi les sons. Puis j'ai le manuel, des manuels Enquête au village des sons, tome 1, 2 et 3. OK? Ça, c'est pour, dans le fond, ce que je vais utiliser. J'ai écrit variété de livres pour lecteurs débutants, les niveaux 1, 2, 3 et des livres réguliers. La liste orthographique du ministère, le matériel de manipulation de toutes sortes, des cartes éclairs, des affiches, etc. Matériel de manipulation, c'est parce qu'ils sont jeunes. Si vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est juste que nous, on en a, donc j'en mets. La liste orthographique du ministère, vous pouvez la nommer si vous l'utilisez pour donner des dictées ou comme référence pour savoir quel mot votre enfant doit être capable d'écrire au niveau où il est rendu. Vous pouvez mettre variété de livres, puis c'est tout. Moi, j'ai juste précisé parce qu'elle est en première année, mais juste variété de livres. Ensuite de ça, ici, c'est les manuels que vous allez utiliser. Fait que moi, je vous conseille d'utiliser des manuels parce que le travail est déjà fait pour vous. En plus, ils correspondent aux exigences du ministère. Fait que vous n'avez pas à vous casser la tête, à essayer de monter vous-même votre programme. Parce que sinon, vous devez aller voir le programme d'apprentissage de chaque matière, vérifier les exigences qui sont demandées et les compétences qui sont demandées pour chacune des matières, vous assurer que chaque petit critère soit rempli, etc. C'est super long, c'est super compliqué. Fait que je vous conseille, allez vous chercher des manuels qui sont utilisés par les écoles. À Québec, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais il y a une boutique qui s'appelle Ma Boutique Scolaire. Ils ont une variété de manuels scolaires pour tous les niveaux. Ça va du primaire jusqu'au secondaire. Donc, cassez-vous pas la tête, allez-y avec des manuels, c'est beaucoup plus facile. Puis vous avez juste à suivre l'ordre du manuel. Puis vous pouvez aussi aller chercher des grammaires et des livres de référence pour vous aider ou aller voir aussi sur le site d'AlloProf. C'est sûr qu'il y a aussi des sites où il y a des parents ou des éducateurs qui font des travaux, qui vous donnent déjà des travaux, mais il faut encore là aller chercher à chaque fois pour répondre à chaque critère. Donc, ça reste compliqué. Fait que moi, je vous suggère pour vous simplifier la vie, utilisez les manuels. Parce qu'on n'est plus à l'époque où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. On est vraiment obligé de répondre à des critères. Le ministère, ils sont super pointilleux. Puis en plus, il y a les examens du ministère à certains niveaux, 4e et 6e année au primaire, 2e, 3e, 4e, 5e année au secondaire, je pense, ou en tout cas, peut-être que j'en ai un de trop, là, mais au secondaire aussi, il y en a beaucoup. Fait que si vos enfants, ils n'ont pas les bonnes... Tu sais, si vous avez oublié quelque chose, ben là, votre enfant ne le saura pas, puis il va être pénalisé. Fait que allez-y, tu sais, avec une valeur sûre. Le travail est fait pour vous. Vous avez juste à suivre
les exercices, puis à expliquer à votre enfant en quoi ça consiste. C'est beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu comme ça qu'on remplit les grilles, OK, de chacune des choses. Fait que ce que vous dites là, il va faire, ce que vous allez voir ici, les activités que vous allez mettre ici, il faut que vous alliez le mettre ensuite de ça dans votre portfolio. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'attarder à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme activité. OK? Mais n'oubliez pas, vos activités que vous mettez ici doivent être absolument reliées à ce qui est ici. OK? Donc, ça, c'était en français. Je vais vous montrer, par exemple, mathématiques. Non, ça, c'est anglais. C'est la même chose. OK? Donc, interagir oralement en anglais, c'est avoir des conversations. Réinvestir sa compréhension de textes lus et entendus. Donc, c'est être capable de comprendre des phrases ou des textes en anglais, puis écrire des textes. Donc, là encore, c'est très simple. Là. Puis là, c'est la même chose. Oups, on remet, comme là, est au premier cycle. Fait que 1, je mets 1 ici. 2, je mets 2 ici. OK? Comme par exemple, communiquer oralement en anglais. J'écris période d'échange en anglais avec sa grande sœur et ou avec moi. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire. Des petites périodes d'échange. OK? Parce qu'elle est petite. Plus on continue, plus on avance, plus il faut que ce soit un petit peu plus complexe. Mais ça reste que comme on est à la maison, ça ne peut pas être super complexe. Donc, c'est souvent des périodes d'échange entre vous et votre enfant ou entre un autre membre de la famille et votre enfant. Donc, pour être capable de faire les échanges. Par exemple, dans 1, j'ai écrit 1, c'est mobiliser sa compréhension de texte entendu. J'ai écrit exercice dans le cahier, lecture par mois de livres en anglais lors du panier du matin, film en anglais plus ou moins une fois par semaine. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Puis, juste pour vous dire, ce que je vous montre là, ma personne ressource à l'ADEME, là, au département d'enseignement à la maison, a accepté mon plan. Donc, c'est conforme, là. OK, ici, j'ai écrit aussi, j'avais oublié, là, j'ai écrit apprentissage de mots anglais reliés à certains de nos thèmes, 30 minutes à chaque jour consacrées à la matière, évaluation après chaque chapitre. OK, puis là, j'ai mis quel manuel j'utilise. OK, c'est simple comme ça. OK, il ne faut pas vous casser la tête, là. Mathématiques, c'est la même affaire. OK, résoudre une situation problème, raisonner à l'aide de concepts de processus mathématiques, communiquer à l'aide du langage mathématique. Si ça, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, OK, vous allez au programme, vous allez sur le site du ministère, puis vous allez écrire « Programme d'apprentissage » et vous allez chercher la matière et vous allez lire. Ça va vous expliquer ce que ça veut dire résoudre une situation de problème. Ça va vous expliquer c'est quoi raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. OK, ça va vous aider à savoir c'est quoi communiquer à l'aide du langage mathématique. Donc, je vous encourage à vraiment aller chercher vos programmes d'apprentissage pour le savoir ce que ça veut dire. Puis là, bien encore là, exercice dans le cahier, apprentissage des chiffres. Bon, c'est sûr être en première année, donc apprentissage des chiffres, des notions d'addition et de soustraction à l'aide de matériel de manipulation ou de matériel visuel. Encore là, 30 minutes tous les jours consacrés à la matière, évaluation après chaque chapitre. Puis j'ai écrit les manuels que j'allais utiliser. Puis tu sais, j'ai même pas écrit matériel de manipulation, pourtant j'en ai plein là. Tu sais, c'est même pas nécessaire forcément. Ils veulent juste savoir qu'est-ce que tu vas utiliser. Puis j'aurais pu l'écrire, le matériel de manipulation, c'est juste que j'ai pas pensé. OK? La même chose, sciences et technologies, vous allez écrire, OK, ce que vous allez faire, etc. OK? C'est comme ça qu'on remplit le projet d'apprentissage. La dernière partie, c'est des notes complémentaires. Donc, moi, j'ai écrit ce qu'on allait faire, nos thèmes. J'ai écrit le panier du matin, un petit peu comment qu'on fonctionne. C'est pas obligatoire. Mais si vous voulez spécifier, par exemple, votre enfant a certaines... si votre enfant a certaines difficultés, s'il présente des diagnostics ou des choses comme ça qui ne l'empêchent pas de faire le programme régulier, mais qui ne l'aident pas. Par exemple, moi, j'ai une enfant qui est TDA et on se demande si elle n'a pas une dyslexie. Donc, à ce moment-là, je l'ai noté là-dedans. C'est important de mettre les choses particulières à votre enfant, puis de rajouter, dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire. Si votre enfant, par exemple, prend des cours de danse ou des cours de sport, vous pouvez l'inclure parce que ça compte
dans l'apprentissage. Par exemple, ça peut compter pour les cours d'éducation physique. Si votre enfant prend des cours de musique, vous pouvez le mettre dedans. Ça va compter aussi pour comme quoi il fait un apprentissage de musique, etc. Donc, vous avez une partie de notes complémentaires. C'est pas obligatoire, mais par contre, vous pouvez le rajouter si vous avez des éléments particuliers. Comme par exemple, moi, j'ai détaillé c'est quoi le panier du matin. OK? Donc, qu'est-ce qu'on faisait pendant notre panier du matin? Donc, je l'ai détaillé ici. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez. Voilà, c'est ce qui complète, dans le fond, la petite vidéo sur comment remplir le projet d'apprentissage. J'espère que ça a pu vous éclairer à savoir comment faire pour le remplir. J'espère que c'est suffisamment clair. Il y a beaucoup, beaucoup de détails à faire. C'est sûr que c'est un apprentissage. Moi, c'est la 3e année que je le fais, puis c'est la 3e année avec les exigences du ministère. Donc, c'est pour ça que je commence à avoir un petit peu l'habitude du projet d'apprentissage, puis que je commence à comprendre pas mal les termes et tout ça. Je vous encourage beaucoup à faire de la lecture sur le site du ministère de l'Éducation. Allez voir les programmes d'apprentissage. Vous avez juste à taper sur le site programme d'apprentissage, puis vous allez les trouver. Vous les avez par matière et par niveau. Donc, dedans, vous avez toutes les exigences et tout ça. Donc, allez-y. Je sais que c'est beaucoup de travail au début, mais ensuite, ça nous permet d'être plus à l'aise avec les termes qui sont utilisés. Parce que dites-vous que les professionnels qui nous encadrent au niveau de l'ADEM, du département de l'enseignement à la maison, c'est des professeurs, c'est des personnes qui font de l'enseignement. Donc, ils ont des termes à eux et il faut qu'on apprenne ces termes-là. Donc, c'est du travail au début, mais après ça, vous allez être familier puis ça va être facile à faire. Donc, lancez-vous, remplissez votre projet d'apprentissage, puis si jamais il ne correspond pas à leurs exigences, ils vont vous le dire, puis ils peuvent vous guider aussi pour vous aider à refaire votre projet pour qu'il soit vraiment adapté à leurs exigences. Donc, n'ayez pas peur, commencez à le remplir, puis si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, ils vont vous aider. Donc, c'est à ça qu'ils servent. Ils sont là pour nous aider, pour vraiment qu'on remplisse les exigences du ministère. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous et puis ils vont être là pour répondre à vos questions aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!